Vorbelernt. Vous avez pu le voir, mais c'est pas grave. Hop. Donc Philippe, on avait discuté lors d'un webinaire process il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Mais là, c'est un petit peu différent parce que déjà, on est en présentiel, c'est beaucoup plus sympa et puis tu es quand même avec tous tes pairs. Est-ce que tu pourrais juste quand même te représenter en 30 secondes? Oui, alors rapidement, donc Philippe Gras, département de l'Allier. Donc je suis à la DSI, responsable méthode et projet. J'ai une équipe de 8 chefs de projet avec qui nous gérons l'ensemble du domaine applicatif métier et intranet. Voilà, pour résumer. C'était super court, merci, parce qu'en plus, on est hyper à la bourre. Je sens que tu vas assurer vraiment nickel. Alors, on l'avait vu déjà dans le webinaire. Tu es vraiment quelqu'un qui a connu Efalia Process avant, donc quand c'était encore Worky. Qu'est-ce qui a changé? Alors pour resituer un petit peu, donc nous avions un besoin porté par la direction générale de dématérialiser des procédures en interne entre les services, les directions. Donc nous avons fait un recensement de tous les besoins, il y en avait énormément. C'était porté donc par un chargé de mission, donc ça nous a bien aidé puisqu'il avait l'étiquette direction générale, donc ça c'était assez important. Nous avons recherché un produit. Nous avons fait un benchmark auprès des différentes collectivités, différents éditeurs, et nous avons retenu le produit Worky. Et la demande vraiment que l'on avait, c'était d'avoir un produit avec lequel nous pourrions être autonomes, c'est-à-dire développer autant de processus métiers que l'on voulait, sans forcément avoir à faire appel à l'éditeur de Worky. Et même la promesse qu'on voulait faire à notre direction générale, c'était que même le côté métier soit autonome et développe leur propre process. On pourra y revenir, on a vite déchanté de ce côté-là. Voilà. Et donc, puisque tu me posais la question, qu'est-ce qui a changé une fois qu'Efalia a repris, on va dire, ce produit, c'est que cette promesse que nous avait fait l'éditeur précédent de nous rendre autonomes, alors soit il ne l'avait pas compris, soit il ne voulait pas nous laisser la main réellement. Et la différence vraiment avec Efalia, c'est qu'Efalia, comme le disait Pascal Charrier tout à l'heure, est à l'écoute de ses clients. Et Efalia nous a vraiment écouté notre besoin et nous a vraiment accompagnés, non pas pour nous développer des process, mais pour nous mettre la main au produit et nous rendre autonomes. Et c'est vraiment ça qui a changé, c'est vraiment cet accompagnement, non pas pour nous développer des process, mais pour nous rendre autonomes, et avec la mise en place, bien entendu, d'un suivi. Aujourd'hui, on développe pas mal de process en toute autonomie, mais on a un suivi régulier avec notre correspondant chez Efalia, qui a lieu quasi toutes les semaines, enfin un mois tous les mois avec Raphaël, quasi toutes les semaines avec Andrei. Alors il y a des semaines où on n'a pas grand-chose à se dire, mais au moins dès qu'on a un nouveau besoin, un nouveau process, on le partage avec l'équipe d'Efalia, et ce qui nous permet de partir à chaque fois dans la bonne direction. Oui, alors effectivement, on avait pas mal échangé là-dessus. Ça a patiné un petit peu pendant quelques années, puis ensuite c'est parti. Là, maintenant, vous êtes voilà, dans votre rythme de croisière, on va dire. Mais concrètement, comment tu fais pour pas que ça devienne une usine à gaz? Comment est-ce que tu fais pour garder le cap? Alors justement, dès le début, dans notre benchmark, on a profité aussi des échanges avec d'autres collectivités qui sont tombées dans le travers d'avoir un outil de BPM et de répondre à toutes les sollicitations et à trop répondre, trop rapidement, et se laisser submerger par le nombre. Donc on a établi un petit peu une charte au département de l'Allier. Déjà, c'est de ne pas réinventer ce qui existe déjà. Donc tout ce qui peut être fait dans les applicatifs métiers, qui est fait ou qui sera fait, on ne se substitue pas aux applicatifs métiers. Même s'il faut, moi j'ai souvent dit non,
à ma DRH qui me disait mais avec justement Worky, on pourrait refaire une gestion des demandes de congés parce qu'on avait un outil vieillissant, etc. Et moi, je disais non, il faut simplement attendre le bon moment où nous allons renouveler la gestion des congés avec un vrai outil métier. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a renouvelé l'applicatif métier. Et là où on se positionne vraiment avec Efalia Process, c'est vraiment là où les applicatifs métiers ne vont pas, ou où on s'est assuré qu'ils n'iront pas à court ou moyen terme, quoi. Voilà. Oui, parce que tu as une grille mentale, bien volumétrie, complexité. Oui. C'est ça. Qu'on affiche d'ailleurs, en termes de méthode. Voilà. Donc, comme je disais, donc, ne pas réinventer ce qui existe déjà, mais aussi on répond oui, je dirais, aux sollicitations quand on juge qu'il y a un intérêt, un gain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine quand même volumétrie de données à traiter, ou qu'il y ait un enjeu de traçabilité, de validation, de sécurisation d'un process. Là, on y va. Et toujours, et ça c'est le point presque que je mets en premier, il faut que le côté métier sache décrire réellement son besoin. Si c'est trop flou, si c'est qu'une idée, une incantation du style vous allez me faire un process, ça va gérer tout mon métier, et que j'ai pas plus de... je dis non, je dis non. Alors je dis non, bien entendu, après des séances de travail où j'essaye de faire, je dirais, accoucher, je dirais, du besoin. Et si je vois que c'est pas mature, eh ben on referme le dossier et puis on le rouvre quelques mois, quelques années après. Oui, d'ailleurs, quand c'est mature, c'est ce que tu me disais, même si c'est hyper bien décrit, il faut quand même passer du temps ensuite pour traduire ça. Il faut le traduire en structure de données, en process, en rôle, en acteur, etc. Donc ça, c'est mon travail, moi, en première ligne, avant de passer après le relais, en général, à mes chefs de projet qui là, se lancent dans les spécifications détaillées et le développement sous Efalia Process. Oui, en fait, c'est un outil métier de la DSI, Absolument. finalement. Absolument. J'aimerais qu'on revienne sur justement un process que tu as réussi à faire. Si je te dis télétravail et Covid. Oui, oui. Oui, c'était pas notre premier process que l'on avait mis en œuvre avec Efalia Process, puisque nos premiers process, on les a mis en place en 2020, pendant justement la pleine période Covid. Et comme beaucoup, on a été obligé de télétravailler. Hein. C'était pas franchement dans l'air du temps dans notre collectivité d'aller vers le télétravail généralisé. Mais force est de constater que le télétravail, ça fonctionnait. Notre direction générale a tout de suite pris la décision de dire, quand on sortira du Covid, il faut qu'on puisse lancer le projet télétravail, non pas imposé par des confinements, mais du télétravail, non pas non plus imposé par des raisons de santé ou des choses comme ça, mais du télétravail permanent, volontaire, dans l'organisation du travail. Et donc, nous a passé commande en disant, mais quand on va lancer le Go, attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de personnes qui fassent leur demande d'autorisation de télétravailler. Donc là, notre DRH tout de suite a pris l'ampleur du problème et de se dire mais il va y avoir beaucoup de choses à vérifier, à faire valider, beaucoup d'étapes, et tout le monde va vouloir être servi en même temps pour au final arriver à avoir l'arrêté d'autorisation de télétravailler. Et c'est là où on a travaillé pendant le Covid à spécifier tout ce process. Et quand on l'a mis en œuvre, vraiment quand on a eu le go à la rentrée de septembre 2021, c'est en quelques semaines qu'on a eu 400 ou 500 demandes d'autorisation de télétravailler et qui ont été traitées en quelques jours, en temps et en heure, par rapport au délai imposé par la réglementation, etc., pour donner une réponse à l'agent. Ça a été traité comme une lettre à la poste, quoi. Enfin, la DRH... Elle devait être contente. Très contente, et ça a été le succès, le process qui a vraiment fait la publicité dans notre collectivité d'Efalia Process. Ouais. C'est pour ça que je disais, c'était pas le premier. Les premiers, bon, on voyait, ça rendait service, etc. Mais ça n'avait pas fait l'effet déclencheur. Ouais. Là, on touchait tout le monde. Tout le monde a vu les bénéfices, aussi bien du côté agent, demandeur, que les services ressources, comme la DSI, qui devait donner son avis sur les conditions techniques du télétravailleur, etc.
que hygiène et sécurité, enfin voilà, et que la DRH. Donc là, ça a vraiment fait la démonstration auprès de tous. Ouais, c'était la partie visible de l'iceberg. Exactement. Encore l'iceberg. Encore l'iceberg. Bon, là, on voit, tu as plein de process, tu as plein de choses qui arrivent, mais finalement, vous êtes sur plein de sujets. Dans les moteurs Efalia, par exemple, tu utilises énormément la GED. Oui. Vous l'utilisez sur toute la partie sociale et vous avez tout numérisé. Vous êtes allé super loin. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Maintenant, on switch de process à la GED. À la GED. La GED, oui, on a commencé comme beaucoup par une armoire du social, etc. Mais on a vraiment généralisé tous les secteurs du social. Et aujourd'hui, même si ça a été dur au moment de le mettre en place, parce qu'on bouleverse complètement les façons de travailler, l'organisation, aujourd'hui, aucune structure, aucun service de notre direction du social ne remettrait en cause la gestion avec la GED. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est assailli de demandes pour aller plus loin et généraliser la signature électronique de toutes les décisions du social dans tous les métiers. Donc c'est ce qu'on est en train de généraliser. Bah, c'est ce qu'on voit aussi dans votre usage, parce que vous avez vraiment compris ce côté moteur. Vous utilisez, vous interconnectez les moteurs. On va le voir, il y a même un projet dans les cartons qui est incroyable, on va en parler juste après. Mais par exemple, pour le formulaire MDPH, le fameux formulaire CERFA, vous l'avez complètement dématérialisé sur Portail. Oui, tout à fait. Alors, on a profité, je dirais, de l'opportunité parce que c'était imposé par la CNSA, bien entendu. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ce caractère obligatoire, peut-être qu'on n'y serait pas, mais bon, il faut toujours profiter des opportunités. Aujourd'hui, il est en ligne. Il faut le reconnaître, on n'a pas le succès escompté. C'est une faible proportion des demandes MDPH qui passent par le téléservice, mais on a analysé, on a compris quels étaient les freins pour les usagers pour faire leurs demandes. Alors déjà, on n'avait pas réussi à mettre tout de suite en place les problématiques de connexion avec France Connect. Ça, c'était un frein, de devoir se créer un compte, donner des informations, etc. Beaucoup d'usagers sont rebutés par cela. Là, depuis quelques semaines, on a mis en place la connexion France Connect. Donc, on n'a pas encore assez de retours, mais on espère que du coup, ça va faire monter, faire grimper le nombre de demandes qui vont passer par le téléservice. Et puis, le deuxième frein, c'est vraiment pour l'usager. C'est vraiment quand je suis devant, alors que ce soit le CERFA papier, le CERFA PDF ou le téléservice, le formulaire en ligne, c'est qu'est-ce que je remplis dans chaque champ. Et c'est là où on s'est dit, il faut une aide. Il faut une aide. Et d'où la transition avec l'IA. C'est un POC que l'on va lancer avec vous pour ce côté-là. Pour le côté front office, le côté usager, comment est-ce qu'on peut l'aider, non pas à remplir le formulaire à sa place, mais comment l'aider à bien remplir son formulaire et qu'il soit vraiment aidé, guidé par des jeux de questions-réponses. Voilà. En plus de la partie IA que l'on mettra très certainement en place du côté back-office pour la partie intégration des dossiers qui continuent à nous arriver papier, du côté de nos collègues gestionnaires MDPH pour optimiser la numérisation, le découpage en documents, la reconnaissance de documents, le classement automatique en GED et pourquoi pas aussi repérer les documents frauduleux. Oui, exactement. Et pour rebondir là-dessus, finalement, vous avez un autre projet majeur, un projet qui va vraiment utiliser la plateforme Efalia. Donc, on vous a montré les briques, on vous a montré la partie comment est-ce qu'on peut créer une interface ou des applications dédiées. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans l'Allier avec le projet sur le recrutement. Donc, vous allez faire vraiment votre outil complet, sur mesure, basé sur nos briques moteur. Nous sommes déjà équipés d'un logiciel de recrutement qui est vieillissant, etc., qui ne donne plus satisfaction, mais qui ne prend qu'une partie de tout le process recrutement. C'est-à-dire, on met en ligne des annonces, on récupère les candidatures, on organise une analyse des candidatures, un jury, et on retient un candidat. Ça s'arrête là. Or, le processus recrutement, il part de bien plus loin, en amont, dès l'expression d'un besoin par un service, une direction, qui a besoin de recruter, remplacer quelqu'un, créer un nouveau poste.
Aujourd'hui, dans la collectivité, il y a tout un process de validation qui passe par le directeur général adjoint, le directeur général, par une commission, etc. Donc tout ça, on s'est dit, il faut l'intégrer dans tout le processus de recrutement. Tant qu'à changer notre système, il faut qu'en amont, je dirais, de la publication de l'annonce, il faut gérer tout ça de façon dématérialisée. Et quoi de mieux que Efalia Process, puisque des demandes de ce type, avec beaucoup de niveaux de validation, des documents, etc., on l'a déjà fait. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas Efalia Process? Et puis après, de se dire, mais après, il faut passer du côté, on va dire, candidat. Donc pourquoi pas passer la main à Portal et faire un téléservice pour mettre en ligne l'annonce et que les candidats postulent, déposent leur candidature, les CV, les lettres, etc., de motivation. Et puis après, ça revient en interne et on fait l'analyse, un jury, etc. Et on retient un candidat. Alors, bien entendu, avec toujours la face, la partie immergée de l'iceberg, c'est la GED, hein, parce que dans tout ce process, il y a énormément de documents, fiches de poste, CV, lettre de candidature, pièces d'identité, justificatifs, etc. Tout ça, on les demande aux candidats. Euh, donc on va les stocker en GED, bien entendu. Et puis une fois le process recrutement abouti, on arrive à un candidat retenu. Mais qu'est-ce qu'un candidat retenu? C'est un nouvel agent de la collectivité. Et comme on est en parallèle en train de mettre en place la GED du côté RH, avec le dossier individuel de l'agent, ben, le lien était fait. Et voilà. Et pourquoi redemander à ce nouvel agent de refournir des documents qu'il a déjà fournis pendant sa candidature? Et ben, transfert de l'armoire recrutement vers l'armoire DIA de l'agent. Enfin voilà, la boucle était bouclée. Ça, c'est ce qui a germé dans nos têtes. Et puis, ben, on en a parlé ensemble, justement, dans nos points réguliers. Et puis, on a vu qu'on se rejoignait. Nous, ce n'était pas forcément d'une stratégie produit, comme vous l'avez fait. Mais nous, c'était une stratégie, je dirais, pour rentabiliser tous les investissements que l'on a fait depuis des années sur les briques Efalia. On s'est dit, plutôt que de racheter un logiciel métier, reprenons ce que l'on a déjà, ce que l'on sait, ce que ça fait, avec la qualité que ça a, la stabilité, la robustesse que ça a, et puis essayons de faire un projet identique à un projet classique de renouvellement d'un logiciel, mais l'objectif que je me suis donné, c'est avec un coût divisé par 3, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Et on est bien parti pour y arriver. Voilà. Mais on pourrait t'embaucher, parce que tu as vu la stratégie de la plateforme avant, ou en tout cas en parallèle, et t'en parles encore mieux que nous. On va juste réaborder très rapidement le POC IA. Effectivement, tu l'as dit, l'enjeu c'est d'aider les personnes qui vont remplir le formulaire, mais on a vu que c'était pas quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'on va pas les aider à remplir des cases, parce que finalement, même le formulaire dématérialisé remplit déjà bien ces cases. Est-ce que tu peux vraiment nous redire le POC, ce qu'on est en train de préparer ensemble? C'est quoi l'axe? En quoi c'est différent? Là où c'est différent, alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'on a déjà mis en place un wikit sur notre portail, sur notre portal, auprès du téléservice MDPH, mais qui reste très général, qui guide, je dirais, dans notre site l'usager pour bien accéder au point d'entrée du formulaire, qu'est-ce qu'il doit remplir dans ce formulaire, mais en termes de généralité. Là, ce que l'on souhaite, la promesse, et j'espère qu'on y arrivera, c'est que ce wiki soit un petit peu plus connaisseur, on va dire, du téléservice et puisse accompagner l'usager par un jeu conversationnel, de le guider, à dire voilà ce qu'il faut mettre, voilà ce qu'il faut, dans tel champ, etc. Voilà. Oui, ce qu'on a vu, et je ne sais pas si vous êtes familier du texte de formulaire, et c'est là où l'IA prend tout son sens, il y a énormément de champs libres, des grands champs de texte où on doit expliquer un projet de vie. Un projet de vie, c'est pas toujours facile à verbaliser, puis selon les handicaps ou les difficultés qu'on peut avoir, ça rajoute une marche supplémentaire. Et là, on s'est dit que l'IA avait tout son sens par un jeu de questions, de proposer la rédaction d'un projet de vie cohérent avec la personne, lui proposer quelque chose, et la personne est toujours validatrice à la fin pour accepter ou non ce que l'IA a proposé, mais on est en facilitateur, on ne remplace pas, on est là pour aider sur les points durs. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On va passer aux questions-réponses. Alors, j'en ai juste une avant. Si tu devais
refaire 2025, qu'est-ce que tu changerais? Comme ça, je fais le tour de la salle en attendant, je te laisse répondre à ça et je vais aller chercher les questions. Alors, qu'est-ce que je ferais de différent? Je l'ai dit tout à l'heure, dès le début, on n'a pas voulu tomber dans le piège, par exemple sur Process, de répondre à toutes les demandes et de réinventer ce qui existe déjà. Donc, de se limiter aussi dans le nombre de ce que l'on gère, d'abord parce qu'on est une petite équipe, et puis parce que j'ai vu des collègues d'autres départements qui avec d'autres outils BPM, mais c'était la même approche, la même problématique, qui s'est laissé submerger par le nombre de process, la personne qu'elle a mis en place, mais qu'elle n'a pas su dans le temps maintenir, et se retrouver au bout de quelques années avec des versions obsolètes et une incapacité à monter de version, choses comme ça. Donc ça, c'était par rapport à la volumétrie. Et donc ce que moi je referais différemment, et c'est ce qu'on fait différemment depuis, c'est le fameux process télétravail, c'était notre plus grand succès, mais on a été trop loin. Donc je dirais attention à ne pas parce que le mieux, comme on dit, est l'ennemi du bien. On a été trop loin, et donc aujourd'hui c'est quand même un process qui est lourd à maintenir, à faire évoluer en termes de version. Donc, on y travaille, on l'a simplifié, on va aboutir à une version 2. Donc maintenant, ce que l'on fait différemment, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel, qu'est-ce qui gagne le plus vite dans les process, et on évite de faire trop de fioritures, voilà, pour, entre guillemets, faire plaisir aux utilisateurs, même si ça leur fait plaisir, hein, mais eux, ils ne voient pas derrière toute la lourdeur, toute la complexité qu'on a mis dans le process, et qui, du coup, nous pénalise sur les montées de version. J'ai une question par ici. Hop. Bonjour. C'est à propos du POC qu'il y a pour le formulaire MDPH. Oui. L'outil pour aider l'usager à compléter. Quelle est la base de connaissances? Quelle est la source de données qui permet de faire les réponses? Ça, je pense que ce sera déjà la structuration du formulaire du téléservice. Alors, c'est très nouveau hein, chez nous. Hein. On va juste lancer le POC. La base de connaissances, par contre, là, je ne sais pas sur quoi, sur quoi on va s'appuyer. Alors, c'est des interviews métiers. On va prendre le temps, les interviewer, formuler les réponses, les mettre en GED et vectoriser cette base. Et interroger peut-être la CNSA, parce qu'elle doit également peut-être avoir de la matière. Oui, tout à fait. En fait, on a besoin de comprendre ce que les agents attendent en termes de formulation, typiquement pour le projet de vie. Qu'est-ce qui formule un beau projet de vie? Quels sont les axes et les angles qu'on doit avoir? Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai l'impression que non. C'est qu'on a été clair. Vous avez été super clair. On a Alors, été clair. Raphaël, je tiens à te remercier, parce Oui. que pour une fois, c'est pas ta femme qui a fait la pointe verte, c'est un homme. Mais j'allais te poser une question, peut-être. Mais c'était voulu, hein. C'était voulu. Non. Il y a combien de personnes, du coup, qui travaillent sur Process pour donner un peu également le... Du côté DSI, Oui. allez, on va dire 2,5. Deux chefs de projet, moi je me compte dans le demi, puisque moi je n'interviens que sur la phase analyse, spécification on va dire générale, modélisation du process. Après bien entendu je laisse la main à mes deux chefs de projet. Donc voilà, c'est deux personnes formées derrière. Formées, par contre c'est pas deux personnes à temps plein. Ces personnes ont d'autres portefeuilles de projets, des projets applicatifs métiers. Donc, c'est une partie de leur activité. Très bien. Je le dis avec tout mon amour, hein, c'est oui. Merci en tout cas, Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous.